نزر بالدماغ في تمثالت يكشودن غار سوناتراك تمثالتي السناف إيدي فران هاد المسألة ساقينيغ أو مس حسين مالتي قدش هتاس ديك البنيت سوناتراك إلى زيك ديون إمضبار أن تكوباني ثاقيا ويوراي وثنا التفرات سي محمد مديان أن توفيق مورثنا الجزائر الناس ما إلا كرا يزمر هذه يجتغدم أتخدم تمثال تاقيا وتتبع أناذير غاف سوناتراك هاد المسألة داغن أقدين بقاونا لا غاش قروش محمد بكير أزول فلام Azul, bonsoir, M. Martin. Bonsoir. Alors, je disais en introduction qu'on va parler de l'affaire Sonatrach 2. Vous avez écrit une lettre publiée par la presse algérienne. Vous aviez peur. Il y a quand même pour le moment Al-Watan qui a publié la lettre où vous attaquez cette fois-ci directement à Mohamed Medine, dit Toufiq. Vous l'appelez même Rob Zahir. Pourquoi vous avez pris la décision Il y avait déjà une lettre. Pourquoi cette fois-ci vous vous attaquez directement à Toufiq, le premier responsable des services secrets algériens? M'attaquer à Toufiq, non, c'est simplement la suite un peu de ce que j'avais fait jusque-là. Je m'étais adressé aux enquêteurs du DRS, donc des gens qui travaillent sous ses ordres, qui étaient chargés d'enquêter sur ces scandales de la Sonatrach. Et le véritable scandale, finalement, ce n'est pas eux qui l'ont découvert, ce sont les Italiens. Et c'est parce que quand j'ai vu que toute la presse italienne ne parlait que de cela, et pendant quelques jours, d'abord, pas un mot dans la presse algérienne. C'est au bout de 3 ou 4 jours simplement que la presse algérienne a commencé à en parler. Et c'est seulement à ce moment-là que le parquet d'Alger s'est autosaisi de l'affaire et dit qu'il allait lancer une enquête. Bon, j'étais un peu outré, scandalisé par cela. On avait soi-disant des enquêteurs qui étaient là pour découvrir ce genre de choses. Et visiblement, je pense personnellement qu'ils ont dû découvrir un certain nombre de choses. Bon, ils n'ont pas voulu les annoncer, quoi. Et une fois que les Italiens l'ont annoncé, bon, bien sûr, ils ne pouvaient plus. Et est-ce que vous pensez que Toufiq Medine ou les autres sont prêts aujourd'hui à laisser faire la justice algérienne? Parce que vous leur dites, c'est parce que c'est eux qui ont donné l'autorisation aux juges algériens d'annoncer qu'ils ouvrent une enquête. Vous pensez que c'est eux qui tiennent la justice, notamment pour cette affaire de Sonatrach? Il est clair que la justice en Algérie n'est pas indépendante. Et elle est contrôlée directement par le pouvoir. Bon, le pouvoir dans un pays normal, ce serait le pouvoir civil, le président de la République, le ministre de la Justice, etc. Bon, dans notre pays, on sait que le pouvoir, en réalité, le véritable pouvoir est ailleurs. Et le véritable pouvoir, il est entre les mains de l'armée et essentiellement entre les mains du DRS. Donc c'est pour ça que je me suis adressé au patron du DRS qui, lui, a le pouvoir justement de... Vous l'appelez, enfin vous dites Rob Zahir. Pourquoi vous dites ça? Vous n'étiez peut-être pas obligé, vous préfériez rajouter, apparemment c'est ce qu'il a dit lui, c'est ça? C'est une expression qu'a utilisée lui-même, comme je le dis dans la lettre. Les circonstances, il les connaît très bien, dans lesquelles il s'est présenté comme étant Rob Zahir, comme étant le dieu de l'Algérie. Bon, je vous dis, j'étais vraiment scandalisé, outré par le fait que l'on ne fasse rien, que l'on attende, que alors je dis, vous dites que vous êtes le dieu de l'Algérie, alors allez-y, montrez-nous que vous êtes... Alors pour vous, et puis je reviendrai après à mes camarades, pour vous, ce n'est plus une affaire DRS présidence. Pour vous, c'est vraiment la justice italienne qui est derrière cette affaire Sonatrach numéro 2, qu'il n'y a plus de lutte entre les deux clans. Qu'il n'y ait plus de lutte, je ne sais pas. Je doute que la lutte soit totalement terminée. Ce qui est certain, c'est que cette deuxième affaire, que l'on appelle Sonatrach 2, c'est visiblement pas les Algériens qui l'ont démarré, ce sont les Italiens. Maintenant, est-ce que les Italiens et les Algériens ne sont pas de mèche? Est-ce que du côté de l'Algérie, on ne leur a pas soufflé aux Italiens de démarrer quelque chose? J'en sais rien, c'est du domaine du possible, hein, tout cela. Mais, alors on parle de certaines personnalités, Khalil Bedjaoui, son neveu. Alors vous pensez que ces gens-là vont comparaître devant le tribunal ou vous l'espérez, mais vous ne le pensez pas vraiment? Et peut-être qu'il y a d'autres, comme vous dites, des poissons peut-être un peu plus gros que ces gens cités. Est-ce qu'ils vont comparaître devant la justice? Je ne sais pas. Ce qui est... Moi, il me semble que, étant donné que c'est la justice italienne qui a quand même démarré cette affaire, et c'est la justice italienne qui a avancé ces noms-là, c'est les Italiens qui ont avancé celui de Cheikh Ibrahim, qui ont avancé le Farid Bedjaoui, etc. Donc, je m'attends à ce que la justice italienne elle-même les entende, ces gens-là, qui seraient au moins auditionnés
Et si les Italiens devaient faire cela, ou s'ils devaient simplement lancer une commission rogatoire, je crois que dans ces cas-là, les Algériens ne pourront pas ne pas en faire autant. Alors avant que je vous laisse, vous pourriez aussi lui poser des questions, mais j'aimerais juste vous poser une question, Monsieur Laraché-Grouche, puisque vous êtes chercheur en géopolitique, expert en énergie. Comment on peut évoluer, parce qu'on en parle de 200 millions, de 300, de 5 milliards, comment on peut évoluer une corruption, notamment les chiffres, dans un groupe industriel, notamment pétrolier comme Sonatrach? Comment on fait pour avoir les chiffres? Si vous me permettez, j'aurais bien réagi par rapport au débat qui a précédé. Il y a une chose fondamentale, c'est pas que la justice italienne fonctionne parfaitement bien. À mon sens, c'est la dernière justice en Europe et les affaires mafieuses en Italie sont excessivement de notoriété mondiale. Simplement qu'il y a une campagne électorale en Italie et ils ont peur que ce chiffre-là de 266 millions a transité bien sûr par Paris et par les négociations plutôt par Paris et par Rome, ils ont peur que cet argent sert à financer des campagnes, ou une partie au moins de cet argent sert à financer une campagne politique. On a vu dans le cas de la campagne française qu'il y a eu ce problème-là, on ressort du frigo ou du congélateur et des affaires pareilles. Pour revenir un peu à la question, comment on peut évaluer la corruption dans un groupe industriel? Moi, personnellement, j'ai sur une trentaine d'années d'expertise des chiffres, j'étais parmi les premiers à évaluer le montant de la rente, pas simplement de l'Algérie, mais de toutes les compagnies européennes, et validé et par des publications académiques. Moi, je ne m'inscris pas dans la suspicion. La suspicion n'est pas du domaine du chercheur, elle est du domaine du politique. Le politique. S'il y a corruption, il y a la justice. S'il n'y a même pas la justice, supposons que la justice algérienne ne fonctionne pas, et le droit algérien peut sanctionner de la même façon celui qui a volé un œuf et celui qui a volé un bœuf. Et tout citoyen a le droit de déposer plainte. Parce que, surtout dans le cas de Sonatrach, comme un bien public, appartient à l'État algérien. Elle n'appartient ni à tel ministre ou à tel président, ni à telle notabilité militaire ou civile. Ça appartient au peuple algérien. Moi, en tant qu'Algérien, de ce plateau-là, si je sais où j'ai les dossiers en main, je déposerai plainte. Donc, il est pratiquement impossible d'évaluer sur plusieurs années. On peut évaluer un dossier. L'affaire de Saipem, par exemple, on peut l'évaluer, parce qu'on a les pièces. Mais évaluer la corruption d'un système et d'un régime, ça, même transparence exagère. Alors, Mohamed, j'aimerais bien qu'après on revienne vers lui sur ça, mais est-ce que quand on voit comme ça ces affaires, lui il dit qu'il ne pense pas que c'est une lutte de clans, que finalement, est-ce que les élections de 2014 sont en ligne de mire ou pas, les présidentielles? Il n'y a absolument rien à exclure. Bon, je voudrais commencer par une petite remarque, c'est que l'émission a été prévue depuis une semaine quasiment. C'est vrai. Donc, on n'a pas attendu l'autorisation pour la il y a un post-scriptum de M. Malti qui est quand même à lever. Ça, d'une chose. Pour ce qui est des enjeux, il peut y avoir énormément d'enjeux. Il y a des lectures différentes. Il y a la lecture que fait M. Malti. Il y a la lecture qu'on a déjà abordée, celle de Rachid Bali d'Algérie Express, qui considère que c'est un double protectorat qu'il y a sur le pays, qu'il y aurait un protectorat qui s'exercerait en travers Bouteflika, qui serait un protectorat français, un protectorat en travers le DRS, qui serait un protectorat américain, et que ce serait justement le DRS qui aurait fuité les choses en direction de l'Italie dans le cadre d'une guerre qui se déroulerait aujourd'hui en perspective des élections de 2014. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir d'éléments tangibles sur ces lectures-là. C'est des projections, c'est des interprétations. Il n'y a pas vraiment, sauf à être dans l'antre de l'ogre, on ne peut pas avoir vraiment d'éléments tangibles sur ça. Mais on peut s'interroger sur la survenance de ces révélations. C'est quand même quelque chose qui est très, très gros. Peut-être que M. Malti pourrait nous parler de la corruption ou des commissions dans le milieu pétrolier en général. Est-ce que l'Algérie fait exception, ou est-ce que c'est quelque chose qui existe de par ailleurs, ou est-ce que l'ampleur que ça a atteint en Algérie est une ampleur exceptionnelle? Qu'est-ce qui fait la particularité de l'Algérie sur cette question-là?
Ce n'est pas exceptionnel. La corruption existe dans tous les pays pétroliers, sauf les pays développés. Elle n'existe probablement pas en Norvège. Bon, mais sinon, elle existe d'une manière générale, et en particulier dans les pays sous-développés. Maintenant, qu'est-ce qui fait la particularité de l'Algérie? D'abord, effectivement, les sommes. Les sommes sont énormes, d'une part. D'autre part, ce qui fait la spécificité de l'Algérie, c'est qu'un peu, je dirais pratiquement tous les hommes du pouvoir y sont mêlés d'une manière ou d'une autre, et que ces gens du pouvoir ont essayé de créer même une certaine complicité chez le peuple lui-même, pour pouvoir justement se couvrir, pour ne pas être accusé d'être des corrompus. Comme vous le savez, aujourd'hui en Algérie, toute personne qui détient un petit brin de pouvoir négocie son pouvoir. Vous allez à la mairie demander un extrait de naissance, vous devez payer. Parce que le gars qui délivre l'extrait de naissance, lui, a le pouvoir de le faire. La question, et à partir du moment où l'on a étendu cette corruption à l'ensemble du peuple, parce qu'évidemment le peuple voit tout cela et se dit, après tout, pourquoi pas moi? Et donc il y a une certaine couverture. Et puis, troisièmement, pourquoi cette spécificité? Parce que c'est notre pays et la question qui viendrait en premier lieu, vous avez été responsable à Sonatrach. Oui. Or, Sonatrach, vous le dites, depuis quasiment le début de l'actuel pouvoir, donc depuis 1965, connaît à un niveau ou à un autre une propagation et une pratique corruptive. Qu'est-ce que vous avez fait lorsque vous étiez en place? Est-ce que vous aviez connaissance de ces faits? Lorsque vous étiez au sein de la Sonatrach, est-ce que vous aviez connaissance de ces faits? Est-ce que vous avez résisté? Est-ce que vous avez accepté ce fait? Du temps où j'étais personnellement à la Sonatrach, il y a eu un cas qui est connu de tout le monde, c'est celui de M. Adzgar. Hein, ce cas-là, on savait très bien, tout le monde savait que c'était un ami du président et qu'il agissait de concert avec le président. Bon, il faut dire que le nom de M. Adzgar était tabou. Que serait-ce encore ce qu'il faisait? Et par conséquent, on avait simplement des doutes lointains, mais il n'y avait pas de... C'était de la corruption ou de la casse noire? Alors, c'était une corruption contrôlée, je dirais, en ce sens que ce que je sais de l'affaire de Adzgar, c'est que c'était un homme d'affaires qui profitait de sa relation avec le président pour régler ses propres affaires et s'enrichir, mais en même temps, il constituait un peu une sorte de caisse noire, un lobby pour le pouvoir, pour acheter des complicités, des soutiens à l'étranger. Si vous me permettez, et moi je suis franchement, honnêtement, en tant que chercheur, sidéré par ce type de débat. Quand il s'agit de terrorisme, tous les Algériens sont assassins. Celui qui est dans le maquis ou celui qui est dans la caserne. Les deux sont assassins. Quand il s'agit de la corruption, tout le monde est corrompu. Moi, je ne suis pas corrompu parce que, pourtant, c'est mes raisons. Je n'ai jamais exercé de responsabilité en Algérie et donc je peux me permettre de parler franchement. Il y a un problème. Il y a un problème fondamental. Par vos propos, on remonte de Adzgar. Donc, c'est le système algérien qui est en cause. On discute des effets de la fièvre. On ne discute jamais du vrai problème. Et c'est fait, et c'est alimenté. Vous avez absolument raison. Ces annonces-là alimentent une question fondamentale. Ils nous empêchent de discuter du vrai problème. Le vrai problème, c'est la gouvernance économique. J'avais publié sur le Watan beaucoup d'articles sur cette question-là. C'est le mode de gouvernance. Chakib Khalil, quand il a introduit la déréglementation en Algérie, quand il a cassé son Algaz, Sonatrach, il a décapité ses compétences accumulées sur 30 ans, sur 40 ans, personne n'a dit rien. C'est le mode de gestion qui est responsable de ça. La même chose, il peut remonter. L'ancien Premier ministre Brahimi, quand il annonce 26 milliards, moi j'ai cherché dans la symbolique de 26 milliards, quand il a été évincé par Chedli en 88, effectivement, ça fait 26 ans d'indépendance et il a collé un chiffre que personne, je défie quiconque, qui peut évaluer ce chiffre-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de corruption. Il y a énormément de corruption. La fièvre, elle est là. Mais quand on amplifie la fièvre, elle cache autre chose. C'est le mode de gouvernance qui pose un gros problème.
D'accord. J'aimerais qu'on avance. Je ne sais pas si vous n'avez pas de commentaires. J'aimerais qu'on parle un peu de Chakib Khalil parce qu'on en parle beaucoup. Alors, c'est qui, si vous pouviez nous faire un portrait, je le demande à vous, c'est qui Chakib Khalil? Chakib Khalil, c'est un ami de Abdelaziz Bouteflika, donc de notre président, un ami d'enfance. Ils ont grandi ensemble, ils ont vécu ensemble pendant longtemps, jusqu'à l'âge de, je sais pas, la vingtaine, grosso modo, au Maroc. Il a été ensuite faire des études aux États-Unis. Il est revenu dans les années 70 pour passer 4 ou 5 ans en Algérie. Puis il est reparti à nouveau aux États-Unis et il en est revenu en 1999. En 1999, il a été appelé par son ami d'enfance, donc Abdelaziz Bouteflika, qui venait d'être proposé comme qui venait de se faire élire président de la République. Et c'est au mois de septembre 1999, Bouteflika a été élu en avril. Donc, en septembre 1999, à l'occasion de la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies, Bouteflika avait été assisté à la conférence et il a appelé son copain qui était là et il lui a dit voilà, est-ce que ça t'intéresse de venir rejoindre l'équipe? Il l'a pris d'abord comme conseiller à la présidence avant de le nommer, puisqu'il a constitué son premier gouvernement qu'en 2000, je crois que c'était en janvier ou février, quand il a constitué son gouvernement, il l'a mis comme ministre à ce moment-là. Bon, je voudrais quand même signaler au passage que Chakib Khalil a négocié sa venue à la Sonatrach et il a demandé à Abdelaziz Bouteflika de prendre en charge ses cotisations. Il lui restait un certain nombre d'années de cotisations, j'en sais rien, au sein de la Banque mondiale pour bénéficier d'une retraite entière. Et Bouteflika a dit OK, il a donc pris à la charge de l'Algérie ce complément. Bon, c'est un détail au passage que je voulais signaler. Et ceci étant, pourquoi l'a-t-il choisi à lui? C'est parce que la vingtaine d'années qu'il avait passé aux États-Unis, où il a fait ses études, il a travaillé dans des compagnies pétrolières, il a travaillé à la Banque mondiale, il a connu beaucoup de gens, des pétroliers, qui se sont retrouvés dans l'équipe de Bush à différents postes de responsabilité. Il a connu pas mal de gens et par conséquent, c'était un candidat idéal pour lui pour créer un canal de communication avec la Maison-Blanche. Hein. Voilà, il doit être protégé par la Maison-Blanche. Ça, c'est l'aspect politique et la présentation de l'homme par la perception relationnelle. Moi, je le présente, si vous me permettez juste, même pas une minute, je le présente par sa politique. Chakib est venu à une époque où il fallait amplifier l'extraversion de l'économie algérienne. C'est lui qui a piloté, avec beaucoup d'autres Algériens et beaucoup d'autres compétences algériennes, le plan valide, le plan de valorisation des hydrocarbures. Et ce plan-là a conduit à créer une capacité. Vous connaissez la chaîne de GNL, d'Arze et de Skikda, à ramener à peu près autour de 29-30 milliards de mètres cubes les installations. C'est-à-dire amplifier par tous les moyens l'extraversion, c'est-à-dire exporter, parce que tout simplement la perception de ces gens-là, quand on dirigeait son attaque à une époque ou à une autre époque, c'est l'intérêt, le marché utile, ce n'est pas l'Algérie, c'est l'Europe. Je défie tous les dirigeants de son attaque qui me montrent un seul document que la perception des intérêts de l'Algérie se fasse en Algérie, elle se fasse à l'extérieur, elle ne se fasse pas en Algérie. Donc lui, il a amplifié ça. Et bien sûr, après la mort de Mohammedienne et son départ, l'Algérie, et avec les événements par la suite, l'Algérie se trouvait avec une capacité qui fonctionnait à 20%, ce qu'on appelle la conservation dynamique. Toutes les installations du GNL sont arrêtées. Par la suite, il est revenu. Il est revenu pour un canal, ça c'est le côté politique, mais il est revenu pour amplifier une autre démarche libérale, ouvrir l'amont et permettre à toutes les compagnies étrangères de s'installer en Algérie. C'est sa fameuse loi sur les hydrocarbures. Et donc c'est un homme d'une politique libérale. Et bien sûr. Est-ce que donc si je le suis bien, vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Le secteur pétrolier était déjà ouvert. Il y a eu la loi qui a été faite en 1986, qui a été reprise ensuite en 91 par Rosalie, quand il était le Premier ministre. Et ces deux lois, celle de 86 et de 91, avaient déjà ouvert le secteur pétrolier aux compagnies étrangères. Et la plus grande compagnie étrangère installée aujourd'hui en Algérie, Anadarko, s'est installée en 1989. Donc bien avant l'arrivée de Chakib Khalil. Donc l'amont, tous les secteurs étaient ouverts. La politique de Chakib Khalil a consisté
à mettre en application la doctrine de George Bush en Algérie. Et la doctrine de George Bush, elle a été établie dès les premiers mois de la présidence de Bush à travers un comité qu'ils ont appelé le NEPD aux États-Unis, où ils ont établi donc toute une politique qui consistait à s'installer partout où c'était possible et revenir au système des concessions, c'est-à-dire le système des années 50-60. Même pas 51%, c'est la prise en main, le système de concessions. Vous êtes propriétaire du sol et du sous-sol. Parce que le système qui existait en Algérie, c'est qu'une compagnie, quand elle travaille, elle est propriétaire de sa production. Elle a produit 5 millions, 10 millions, peu importe le chiffre, ça lui appartient. Mais elle n'a pas la propriété des réserves. Le système de concession, vous avez la propriété des réserves. Donc l'État disparaît là-dedans. Et c'était ça la politique de Bush, et c'est ça la politique qui est venue instaurer Cheikh Ibrahim en Algérie. Oui. En continuant sur ça. Donc on voit que la corruption, finalement, ce n'est pas une simple histoire d'enrichissement personnel. La corruption, c'est quasiment l'abandon des intérêts nationaux. Ah ben, il y a eu ça aussi, bien sûr. Et quand on voit la trajectoire, en partant de Cheikh Ibrahim, on voit que c'est aujourd'hui, avec la dernière révision de la loi sur les hydrocarbures, qu'on aboutit à la finalisation du plan. On a eu l'exemple avec BRC. BRC, c'est une compagnie soi-disant mixte, algéro-américaine. Et qu'est devenu BRC? C'était une courroie de transmission des contrats confiés par les Algériens à BRC, que ce soit la Sonatrach, ses filiales, ou même le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, et toute une série d'organismes qui ont sous-traité à BRC. BRC transmettait ça à sa société mère Brown & Root, qui faisait le boulot et qui encaissait, comme vous le savez, ça a été dénoncé par les journaux algériens, des surfacturations de 600 et 700%, avec en plus le fait d'être aux premières loges dans le développement du pays et dans le contrôle de l'armée algérienne. C'est ça ce que faisait BRC. Évidemment, derrière, il y avait la CIA, etc., qui a utilisé BRC. Donc c'était effectivement la souveraineté du pays qui était en cause. Juste, et puis je reviens vers vous là. Parce que je vous ai demandé les chiffres, vous m'avez dit, je ne sais pas, vous dites dans votre lettre au général Touferou Mdiane, vous dites 200 millions, c'est ridicule. Est-ce que vous pouvez nous situer les chiffres, les commissions, les rétrocommissions, c'est combien à peu près les pertes? Dans ce domaine, tout dépend, suivant que quand c'est sur les achats ou ventes de brut, quand c'est sur les services, quand c'est sur le... Bon, en gros, dans le domaine des services, comme celui-là, c'était Saipem, ça tourne aux alentours de 10%. Autant que je sache, en Algérie, on est beaucoup plus gourmand que ça et on demande des chiffres beaucoup plus importants. On est plutôt vers les 15-20%. Alors, si on prend même 10%, on sait que Saipem a eu pour 11 milliards de dollars de contrats de 2005 à aujourd'hui. Bon, multiplié par 10%, ça vous donne déjà 1,1 milliard. Quand vous dites on sait, oui. Moi qui suis profane, ça veut dire que c'est dans les milieux pétroliers qu'on sait, c'est dans les milieux de l'encadrement national qu'on sait, c'est quelque chose qui est dans l'autorité publique. Vous voulez dire les pourcentages ou les chiffres de contrat? Sur les taux, sur le taux qui est appliqué à tel service ou à tel... Pour ce qui est des services, quand je parle de 10%, c'est le taux qui est, comme je le dis dans ma lettre. Ça veut dire, est-ce que par exemple c'est dans les milieux pétroliers européens qu'on dit qu'en Algérie nous sommes confrontés à telle demande de rétrocession de commission? Oui, ou est-ce que c'est quelque chose qui est banalisé dans le milieu des gestionnaires algériens? Non, les chiffres, quand je dis les moyennes communément admises, comme je le dis dans ma lettre, ça c'est ce qui circule dans les milieux pétroliers et on sait que ça tourne aux alentours de 10%. Bon, mais en ce qui concerne l'Algérie, comme vous dites, il y a eu des cas où des gens ont dit chez vous ils sont très gourmands, ils demandent beaucoup plus. Bon, voilà ma réponse. Deux petites précisions pour les téléspectateurs et par respect à eux. Je m'inscris en faux. Et par les textes, jusqu'à la loi de 92, c'est le système qu'on appelle partage de la production. Et ce système de partage de production connu, publié par tout le monde. À partir de la loi qu'on a produit un article, et à partir de ce jour-là, j'étais interdit
d'accès à toute information au ministère de l'Énergie par Chakib Khalil, le monsieur qui est en face de vous. Je suis une victime. J'étais victime en 82, également. Interdit au ministère de l'Énergie pour accéder à l'information. C'est un droit. Et donc, le contrat de production, c'est un contrat, c'est un excellent système. Il s'est repris. C'est un excellent système. Il y a l'honneur de ceux qui ont monté ce système-là. Par contre, ce qu'introduit Chakib, appelons-le comme vous voulez, système de concession, retour aux concessions des années 60, mais c'était le système 51, 49, avec, vous avez raison, propriété du produit qu'on extrait et produit, propriété jugement. Et ça, c'est absolument grave. Maintenant, sur la question que... Vous n'êtes pas d'accord? Non, le 51-49, souvenez-vous que dans la loi de Chakib Khalil, telle qu'il a faite, la Sonatrach ne pouvait avoir qu'un maximum de 30%. On accordait 100% à la compagnie étrangère qui pouvait rétrocéder entre 0 et 30% à la Sonatrach. L'étranger prend 51%. Alors, non. Ah bah prenez au maximum... L'étranger ne parlez pas de la même loi. Non, je parle de la même loi. Non, vous ne parlez pas de la même loi. Je parle de la même loi. Monsieur Malti parle de la loi qui n'a pas été publiée, celle qui devait être adoptée. Et ce qui est grave, vous permettez, je connais, je vais vous citer des blocs. Le bloc Arnet, le dernier bloc. Et comment les concessions en 2010, 14 décembre, je vous donne les chiffres. 50 opérateurs qui se présentent, chacun prend la décision de geler. Repris en 2011, et c'est bien sûr Total qui a le bloc Arnet. Chacun a transgressé même la loi qui est utilisée sur les investissements 51-49. C'est en utilisant, et il a reçu 3 instructions de l'ancien Premier ministre, en lui disant « vous devrez respecter ». Et bien sûr, il avait les pouvoirs. Parce que tout le problème, ce n'est pas ce ministre ou l'autre ministre ou un autre ministre. C'est le mode de gestion de Sonatrach et le mode de nomination de Sonatrach. Tous les membres du comité exécutif et N-1 de Sonatrach, comment ils sont nommés? Sonatrach dépend d'un ministre. Dans d'autres pays, Malaisie, elle relève du Premier ministre. Dans d'autres pays, elle relève de la souveraineté nationale. Statoil, elle ne relève pas elle relève d'une autorité. Et dans le cas algérien, c'est la propriété d'une personne. Est-ce qu'on peut être responsable à Sonatrach, directeur, sous-directeur, je ne connais pas trop l'organigramme, sans avoir l'accord préalable du DRS? Non. Il y a les fameuses fiches bleues et le DRS doit approuver toute nomination. La nomination au poste de responsabilité président, vice-président, c'est le président de la République qui signe les décrets de nomination de ces gens-là après avoir reçu le feu vert de la part du DRS. Et en général, enfin en tout cas actuellement, le président de la République n'a fait qu'avaliser le choix qui avait été fait par le DRS. Donc, et quand on se partage le gâteau, donc tout le monde y trouve son compte entre le DRS, la présidence, les ministres, tout le monde est d'accord, tout le monde prend, tout le monde touche de l'argent. Je pense peut-être qu'il faut préciser une chose, même au risque d'être impopulaire, dans tous les pays du monde, il y a des services. Dans tous les pays du monde, il y a des services. Et la fonction des services, c'est de préserver l'intérêt de l'État. C'est d'être au service de l'État. Ce qui est pervers, ce qui est dénaturation du rôle des services, c'est d'être dans le rôle de police politique. C'est de ne plus être dans le rôle de service de sécurité, mais c'est d'être dans le rôle de police politique. Ça veut dire que d'avoir des critères de gestion d'équilibre de pouvoir, d'avoir des critères de gestion de carrière, etc. Et la limite, et c'est le problème des services. Les services, ils ne sont jamais dans la légalité. Même en France, même aux États-Unis, même partout. Et ils sont dans le clair-obscur, ils sont à la limite de la légalité. C'est leur nature. Le problème, c'est de les contrôler. Vu la faiblesse du fonctionnement institutionnel de l'État algérien, on se retrouve avec des services, donc le DRS en l'occurrence, qui est plus dans le rôle de police politique que de services de sécurité qui préservent l'intérêt du pays, etc. Par exemple, les fiches bleues, elles existent partout. Elles existent dans les pays scandinaves, un équivalent, disons. On ne va pas nommer quelqu'un qui n'est pas acquis à l'intérêt du pays, qui est lié à d'autres intérêts ailleurs, à un poste qui est important pour la sécurité nationale. Or, chez nous,
il y a des glissements. On s'était arrêté tout à l'heure sur Zeggar. Zeggar est un cas typique. Dans un certain nombre de milieux, il est connu comme quelqu'un qui est dans les services secrets, comme quelqu'un qui a travaillé pour l'influence de l'Algérie, dans les milieux de libération nationale, dans les milieux d'Amérique latine, etc. Et que tous ces financements occultes, les financements occultes liés à Zeggar, seraient des financements de ces mouvements-là. On voit la limite, on voit que c'est une limite très ténue. Donc quand on parle du DRS, le DRS devrait être dans un fonctionnement sécuritaire, dans un fonctionnement de sécurisation de l'État. Et ce qui est à dénoncer, c'est le fait qu'il soit dans la gestion politique. Ça, c'est quelque chose qui est condamnable. Mais est-ce que justement le DRS, la présidence et je ne sais pas, peut-être d'autres partis, est-ce toutes ces parties sont concernées par la corruption? Moi, je suis convaincu que oui. Moi, je suis convaincu que tout le monde participe plus ou moins au partage du gâteau. Et vous savez, en Algérie, on le sait, ça, tout le monde le sait, qu'il y a une lutte pour le pouvoir entre justement le clan de la présidence et le clan du DRS, enfin le clan de l'armée contrôlé essentiellement, piloté par le DRS. Bon, ça c'est une lutte pour le pouvoir, mais néanmoins, sur le plan de profiter de la manne pétrolière, ils en profitent tous et chacun sait ce que fait l'autre, mais on ferme les yeux parce que bon. Mais quand on voit la liste de certaines personnes, Chekib, Bidjaoui, on a plus l'impression que c'est des gens de l'Ouest, c'est les amis du président. On n'a pas encore des noms venant de l'autre côté. Pourquoi? Exactement. Et vous avez très bien deviné. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ma lettre a été publiée aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle dénonce, peut-être, je ne sais pas, aux yeux de certains, un certain clan. Mais moi, je n'ai fait que reprendre des noms qui ont paru dans la presse italienne. Hein, je ne les ai pas inventés. Mais néanmoins, ce que je dis dans ma lettre, je dis très bien que tout le monde est concerné. Bon, s'il y avait des noms de l'autre clan qui avaient été publiés, ne vous inquiétez pas, je les aurais repris. Bon. Est-ce que la politique de Chekib, s'il vous plaît, on a le même phénomène dans les autres secteurs. Vous connaissez parfaitement l'affaire de l'autoroute Est-Ouest, le problème des barrages, le problème du logement, etc. C'est un phénomène. Il faut se poser la question. Moi, ça ne m'intéresse pas de parler de la corruption, parce que c'est la fièvre. Il faut parler, il faut la faire baisser. Mais moi, ce qui est important et dans l'intérêt du pays, pour le devenir de l'Algérie, ce n'est pas de parler. Si vous avez un système, par exemple, fiscal qui fonctionne, vous êtes un cadre de Sonatrach et vous connaissez votre salaire. Et le lendemain, vous avez un logement de 15 milliards. Et c'est un système fiscal qui fonctionne, vous êtes empêché. La même chose, si vous avez un système de justice qui fonctionne, et si vous avez un système, comme il vient de le décrire, un système sécuritaire qui fonctionne dans le domaine de la protection du patrimoine, il peut se mêler d'autres affaires. Mais quand il s'agit du patrimoine économique du pays, il faut le protéger. Mais vous n'avez absolument rien. Tout est perverti. Et c'est normal. Si un enfant ne prend pas des vaccins, abandonné par ses parents ou sa famille, et c'est normal qu'elle s'expose à des attaques. Donc c'est plus un problème de gouvernance que de corruption, d'après M. Lara. La corruption est un système de gouvernance. On gouverne. Il est érigé en système de gouvernance. Bien sûr. C'est cela. Non, je ne suis pas d'accord. Parce qu'avec la corruption, vous achetez des consciences et des partis, comme je le dis. C'est ça ce qui se passe en Algérie. Vous croyez que les scores de 90% ou je ne sais pas quoi aux élections tombent comme ça du ciel? Il y a ceux qui sont convaincus, bon, mais c'est un petit pourcentage, et les autres, il y a l'argent, il y a la carotte, le bâton, comme on dit, qui justifie cela. Et l'argent joue un grand rôle. Je vais revenir vers vous. Une seconde. Je ne suis absolument pas d'accord. Oui. Parce que si c'est un problème de gouvernance, on peut vous demander des comptes en qualité de directeur, ou de chef de département, ou de responsable, ou de ministre. On vous demandera des comptes par rapport à la loi qui gère les statuts de votre entreprise, ou de votre ministère, ou de votre secteur, et par rapport au décret qui vous a permis d'être nommé, vous ou moi ou quelqu'un d'autre. Si c'est un problème de gouvernance, il y a des lois. Mais si c'est un problème de corruption, on accuse tout le monde. Moi aussi, je suis
Très bien. Alors, moi j'aimerais juste que, pour nos téléspectateurs qui nous regardent, si vous pouviez nous expliquer un peu comment ça se passe, comment on arrive à la corruption, comment se négocie un marché, et on exige des commissions, des rétrocommissions, comment ça se passe pratiquement? Si quelqu'un, un profane, nous regarde pour qu'il comprenne un peu, comment on arrive à corrompre ou à être corrompu à son attraque? Vous savez, par exemple, dans le domaine pétrolier, dans le domaine de la vente de pétrole, et ça je l'ai mentionné dans la lettre précédente, vous pouvez aller à Alger, débarquer avec des milliards de dollars en poche et dire je veux du pétrole algérien, on vous dira il n'y en a pas. On dira on a tout vendu, tout est... si vous insistez, on dira oui, bon maintenant essayez de voir peut-être telle société, ou vous voyez avec notre bureau de Londres, peut-être qu'ils ont des quantités, parce que le bureau de Londres, on lui affecte une quantité annuellement, bon, ils ont quelques millions de tonnes qu'ils essayent de placer éventuellement, ou le bureau de Houston. Donc, déjà, au départ, on vous oriente vers la source qui va vous amener à acheter du pétrole. Et quand vous entrez en contact avec ces personnes, ou enfin cette source que l'on vous a indiquée, bon, ben, cette personne vous le dira carrément. Elle vous dira si vous voulez du pétrole, voilà, les conditions, et voilà. Et bon, au cours de ces contacts, vous découvrez, ou on vous dira qu'en réalité, c'est telle personnalité, parce que évidemment, vous voulez quand même une garantie. Vous allez arriver avec des milliards pour acheter du pétrole. Vous voudrez être certain d'abord de l'avoir, etc. Bon, ben, vous saurez qu'en réalité, ce que vous versez comme commission, c'est pour Monsieur X ou Monsieur Y. Elle reste à l'étranger, les commissions. L'argent, il reste à l'étranger. Bien sûr, on ne va pas le transformer en dinars. On n'en a pas. Mais on achète des biens avec. Non, et c'est là aussi un problème de gouvernance. Quand un ministre est nommé, vous allez immédiatement, prenons le cas de Chakib, n'allons pas loin, dans son cabinet et autour de lui, et au niveau, dans le prolongement, son attraque, laissons son agace de côté, c'est une forme de servitude clanique, familiale, villageoise, communautaire. Ma communauté, je suis de tel coin, donc c'est ma communauté. Et vous allez même, à toutes les époques, vous rentrez dans un département, si la tête c'est X, vous retrouvez c'est X1, X2, X3. Je n'ai pas à rajouter le feu sur allumer davantage de fièvre. Donc c'est ce système. Et effectivement, ce qu'il dit, demain, par un appel d'offres quelconque, on vous envoie à la source. Et la source exige l'opacité. Et généralement, tous les Algériens qui sont installés à l'étranger sont exclus d'office. J'avais fait des soumissions. Et vous avouez un cas, à l'époque de Chakib. Une soumission pour une affaire bien particulière. Et bien sûr, quand ils ont vu le nom, ils ont supprimé ça. Et moi, j'ai récupéré, je peux citer même la compagnie, Rothschild Conseil. J'ai récupéré l'étude à partir d'eux, j'ai fait moi l'étude. Moi, je l'ai fait pour 1 euro, et Rothschild, il l'a fait pour 1 million, je vous donne le montant. Mohamed, vous aviez une question? Vous êtes déjà exprimé sur la même mise des Américains sur le pétrole algérien, donc à partir de l'arrivée de George Bush et de Dick Cheney. La nomination de Chakib Khalil s'inscrit un petit peu dans cette dynamique. Est-ce qu'on peut dire maintenant que son nom est tombé? Est-ce qu'on peut dire que il faut la présomption d'innocence pour le moment. Voilà, on en parle, mais avec la présomption d'innocence. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, puisqu'il est tombé, c'est juste on a la presse. Pour le moment, il n'a pas été condamné. Politiquement parlant. J'ai dit juste pour qu'on reste dans les... Voilà. Maintenant que son nom est tombé, est-ce que sa politique est tombée, elle aussi? Est-ce que la politique pour laquelle il avait œuvré, il avait été ramené, où est-ce qu'elle en est? D'après ce que vous savez. Vous savez, pour moi, tout ça, ce sont des règlements de compte, c'est tout. On veut, ces luttes de clans font que, bon, et ce que l'on cherchait jusqu'à présent, il se trouve qu'un clan l'a emporté sur l'autre. Et pour moi, c'est une victoire du DRS. Mais on peut constater. Et cette victoire ne date pas d'aujourd'hui, c'est déjà en 2010, quand on a enlevé Chakib Khalil. Visiblement, il y a d'autres personnes qui sont encore dans le collimateur. Bon, j'ai ma petite idée là-dessus, mais enfin, on a les noms, je la garderai pour moi. Et bon, c'est la raison pour laquelle ça continue, parce qu'on veut s'opposer
aux ambitions de X ou Y dans toute cette affaire, c'est tout. Mais si on reste dans l'évaluation... Maintenant, en ce qui concerne la politique elle-même, c'est-à-dire, il faut dire que depuis le départ de Chekib, on semble un peu hésiter. On ne sait pas trop quoi faire. Il y a eu d'abord, on a nommé un premier PDG de la Sonatrach au lendemain du limogeage de Maziane, Cherouati. Et un an après, on l'a enlevé à nouveau. Ce monsieur, quand il a été nommé, il a eu l'aval du DRS, hein, il ne faut pas se leurrer. Et néanmoins, je crois savoir que c'est parce qu'il n'avait pas vu venir le coup de la loi qu'avait laissé le Chekib en place et qui a fait que tout d'un coup l'Algérie n'était plus intéressante pour les compagnies étrangères et donc et ça c'était à lui en tant que PDG de la Sonatrach d'anticiper le coup et de reviser la loi. Comme il n'avait pas anticipé, bon, on a considéré probablement qu'il était incompétent, bon, on l'a enlevé, on a nommé quelqu'un d'autre. Et depuis la nomination et de Yousfi et de Zerguin, du nouveau PDG, là aussi, ça fait 2 ans, on parle de cette loi sur les hydrocarbures que l'on n'a pas sortie. Visiblement, il y avait un blocage quelque part. Il y a quelqu'un, on n'était pas d'accord sur cette loi. Mais là, la loi qui doit être promulguée, elle rétablit les concessions, elle ouvre le marché national aux multinationales, elles peuvent écouler leur production sur le marché national. Elle ne rétablit pas les concessions. Non, elle ne rétablit pas les concessions. Si vous me permettez, je la présente rapidement. Là, l'évolution de la loi sur les hydrocarbures, elle a été laquelle? Ça a été d'abord le système des concessions. Après les nationalisations en 71, il y a eu le système du 51-49 qui a été instauré jusqu'en 86. En 86, on a introduit le partage de production. Le partage de production, c'est un système qui a été inventé par les compagnies étrangères pour se débarrasser de la tutelle qu'elles subissaient par les pays producteurs, parce que les pays producteurs exigeaient tout le temps une augmentation du taux de l'impôt. Et elles ont dit, bon, voilà, nous proposons un système où nous payons notre impôt, mais c'est vous qui en êtes responsable. Vous, compagnies nationales, débrouillez-vous, mettez le taux que vous voulez, mettez 100% d'impôt si vous voulez, mais c'est vous qui le payez. Nous, on n'a rien à voir. Nous, ce que nous voulons, c'est un certain revenu. Nous nous engageons tant et nous voulons X%, 15%, en général c'est aux alentours de 15 à 18% de revenus sur notre mise de départ. Le reste, débrouillez-vous, faites ce que vous en... Donc c'était ça le système de production, le système de partage de production qui est resté en place. Chekib, quand il est arrivé, il a voulu revenir au système des concessions, mais il n'a pas annulé le système de partage de production, parce qu'il y avait des sociétés qui étaient là, engagées avec ce système, il ne pouvait pas leur dire non. Mais il a introduit une notion qui les dérangeait, parce qu'il n'avait pas prévu au départ celle du 51%, c'est ce qu'on lui a reproché, le 70% dont je parlais tout à l'heure, il a introduit le 51%. Or, vous ne pouvez pas, dans le système de production, à partir du moment où le gars exige un certain revenu. Ensuite, quel va être le pourcentage? Ça ne dépend plus de lui, ça ne dépend plus de personne. Ce n'est plus une affaire de négociation, c'est une question de calcul. Et donc, il a introduit le 51%. Évidemment, ça n'arrangeait pas les sociétés, ce qui a fait qu'elles ont boudé à ce moment-là, puis elles ont surtout rejeté la rétroactivité de cette loi. Ce qu'a fait Yousfi maintenant, il a maintenu le système de partage de production et il est revenu au système du 51-49. Donc, en Algérie, on devrait avoir les deux systèmes maintenant. En introduisant les concessions. Pour les gaz de schiste, les concessions sont introduites. Non. Si vous me permettez, l'annonce après le départ de Chekib, moi je l'explique par la chose suivante. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a eu le cas de Méziane, puis beaucoup d'autres cas périphériques, par extension Saipem, c'est l'échec de la politique du contrôle global de l'Algérie. Tout simplement. Il y avait toute une politique de mise en y compris, il faut évoquer, parce que rester sur le pétrole, ça ne m'intéresse pas. Il faut prendre la question globale au niveau national. L'Algérie était formatée pour être une plateforme stratégique US, y compris, on a parlé des bases mobiles, des bases de ceci, de bases de cela, mais Chekib a perdu à partir de ce moment-là, et donc sa loi a été retirée ou gelée.
Et les nouvelles idées qui sont annoncées, moi, il y a une idée que je soutiens et je salue personnellement. La première idée qui a été annoncée pour la première fois après 50 ans d'indépendance, c'est que le pétrole doit servir les intérêts des consommateurs algériens. Pas une demande de devise. Pas une demande de devise. Parce que toutes les logiques avant, on fort, on produit, on exporte pour satisfaire la demande internationale. Et c'est transcrit même dans les contrats de gaz. Et c'est cette logique perverse d'extraversion économique qui pose un gros problème. Aujourd'hui, me semble-t-il, je le souhaite, c'est un souhait, qu'il y a cette inversion. Et bien sûr, de là, ça a été annoncé officiellement à plusieurs reprises dans la presse algérienne et par le ministre lui-même en disant... La loi n'est vraiment pas dans cette logique. Non. La loi qui vient d'être adoptée n'est vraiment pas dans cette logique. Elle n'est pas dans cette logique. Non. Effectivement, il y a au passage quelque part qu'on doit satisfaire en priorité les besoins de l'Algérie. Mais ça a de tout temps existé. C'est ce qui est le plus dangereux. C'est ce qui est le plus dangereux. C'est ce qui est le plus dangereux. C'est ce qui est le plus dangereux parce qu'il ne faut pas prendre les mots. Il faut prendre la philosophie de ce qui est introduit. Oui. Sous ce vocable, on veut ouvrir le marché aux multinationales, au prix... Ah non, ça c'est des spéculations. Ce n'est pas des spéculations. Ce n'est pas des spéculations, je te le démontre par A plus B. Il concerne les gaz de schiste. Les gaz de schiste au Canada et aux États-Unis, ils sont prisonniers, ils sont captifs d'un marché local. Tu pompes dans le Nevada, tu vends dans le Nevada. Il est difficile de les liquéfier. Il est difficile de les transporter par canalisation. Donc ce qui va se passer, c'est que les gaz de schiste qui seront exploités seront vendus aux Algériens au prix du marché international. Exactement. Voilà la vérité de cette loi. Oui, mais bien sûr. Maintenant, on peut enrober. Alors, il faudrait qu'on avance, on a dépassé même le temps. J'aimerais juste qu'on aborde un point, puisque vous disiez tout à l'heure, c'est plutôt les États-Unis. Vous aviez parlé aussi du double protectorat. Est-ce que dans cette lutte aussi DRS-présidence, il y a derrière la France et les États-Unis ou c'est pas vrai? Bien entendu, il y a toujours eu la France et les États-Unis. Il y a eu également... En parallèle à la lutte DRS-présidence, il y a la lutte France et États-Unis. Et visiblement, l'Algérie est aujourd'hui plutôt dans la sphère américaine, sur le plan pétrolier en tout cas. Elle n'est pas dans la sphère française, et ce sont les compagnies américaines qui sont le plus présentes. Et voilà, quoi, on agit beaucoup plus en fonction des intérêts des États-Unis que des intérêts américains. Donc finalement, la présidence et le DRS sont du même côté, d'un côté des États-Unis. Ça dépend des moments, ça dépend de mon analyse de la situation politique en Algérie, c'est que suivant les moments, tantôt ils étaient les deux d'accord, tantôt ils relevaient les uns d'eux. Actuellement, visiblement, ils sont d'accord tous les deux pour favoriser les intérêts américains. Le Bouteflika, certes, est connu comme ayant été de tout temps plutôt francophile, donc penchant plutôt pour le côté français, mais néanmoins, il y a des moments où il a carrément penché du côté américain, parce que ça renforçait son pouvoir, parce qu'il voulait, comme je dis, jouer dans la cour des grands. Voilà. Si par spéculation, je peux adhérer à votre analyse, mais quand vous voyez les chiffres, le gaz algérien s'exporte principalement en Europe. Les tuyaux de Medgaz jusqu'à la dernière génération, ou celui qui va être réalisé, le Galci, le Medgaz, tout ça vers l'Europe. Quand le pétrole algérien, destination principalement l'Europe, les compagnies américaines, si je vous cite Total, si je vous cite Gaz de France, Statoil, Cepsa et toutes les autres compagnies européennes, le contrôle américain, il veut s'exercer d'une manière géopolitique. Et ça concerne le Grand Sahara, le Sahel, et il veut que l'Algérie, parce que c'est un pays qui a des moyens dans le pétrole et une armée absolument qui a une expérience dans la lutte contre le terrorisme, il veut utiliser l'Algérie comme un gendarme. Voilà l'intérêt américain. Par contre, pour les intérêts économiques et énergétiques, ils sont vers l'Europe, cher monsieur. Vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Il va répondre s'il n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que
Certes, on vend du gaz en Europe, certes, on vend du pétrole en Europe, mais qui est-ce qui vend ce pétrole? Ce sont des compagnies américaines. Les compagnies américaines, quand elles prennent le pétrole en Algérie, ce n'est pas pour l'emmener aux États-Unis, c'est pour le vendre à leurs clients, et leurs clients ils sont installés en France ou en Italie ou en Allemagne, ou je ne sais trop quoi. En ce qui concerne le gaz, ben, bien entendu, on n'a pas de gazoduc qui va vers les États-Unis, et par conséquent, on ne peut pas livrer du gaz par gazoduc aux États-Unis. Néanmoins, on a vendu du gaz jusqu'à récemment par du GNL aux États-Unis. On continue à en vendre de temps en temps. Bon, aux États-Unis, maintenant, il y a certaines productions de gaz de schiste et de plus en plus, les États-Unis vont vers une certaine, disent-ils, indépendance. Je ne sais pas s'ils vont l'atteindre en ce qui concerne le gaz. Voilà, c'est tout ce qui... mais ce n'est pas le fait de vendre à X ou Y qui signifie que vous êtes lié politiquement à même vers les États-Unis, pour préciser, même vers les États-Unis, c'est Gazilis, une association Gaz de France Sonatrach, et c'est Shell. Donc, cher monsieur, non. Très bien, vous n'êtes pas d'accord, encore une fois, c'est bien Mohamed. Je pense que l'Algérie, actuellement, tout indique qu'elle est liée surtout au pôle américain. Et la dernière loi l'illustre parfaitement, parce que là, c'est très dangereux pour le pays. Au-delà des aspects écologiques et tout ça, on vient de mettre le doigt dans un engrenage qui va siphonner, y compris les réserves de change. Parce que c'est les gaz de schiste aux États-Unis, c'est une bulle financière, c'est une bulle comme, disons que c'est la bulle immobilière multipliée par 1000. C'est une bulle financière. Pour la faire perdurer, ils sont obligés d'exporter leur technologie. C'est tout ce qui les intéresse dans les gaz de schiste, c'est d'exporter leur technologie. Et une fois que la bulle va éclater, l'Algérie n'a pas la capacité d'amortir un tel choc. C'est tout simple. Très bien. Alors, j'aimerais juste qu'on en termine. On revient un peu aux politiques et à la lutte des clans. Vous pensez vraiment que ça n'a rien à voir avec les élections de 2014? Est-ce que vous pensez que Bouteflika va être président? Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a les noms que de ceux qui sont du côté de la présidence, ou c'est vraiment une affaire suite à ce qu'ont fait les Italiens, enfin la justice italienne? Pour moi, cette affaire-là n'a rien à voir avec les élections présidentielles. Les élections présidentielles, c'est un autre chapitre. Après tout, jusqu'à présent, Bouteflika faisait très bien l'affaire des gens du DRS. Ils essayaient de lui grignoter au maximum ses pouvoirs, mais néanmoins, ils le soutenaient. Ils l'ont soutenu en 1999, ils l'ont soutenu en 2004, et jusqu'à nouvel ordre, ils l'ont soutenu en 2009, et jusqu'à nouvel ordre, il était encore candidat il y a quelque temps. Maintenant, le sera-t-il effectivement en 2014? Je n'en sais rien. Vous avez une idée, vous en pensez quoi, vous? Vous savez, un président qui n'a pas de pouvoir arrange les véritables détenteurs de pouvoir. Et ça a été ça. Bouteflika, de 1999 à ce jour, il a essayé un peu à certains moments de se débattre. Bon, mais par conséquent, on l'a maintenu. Alors, autant que je sache, il semblerait qu'il n'y ait pas encore de consensus sur un candidat de substitution. Bon, et tant qu'il n'y aura pas de candidat de substitution, je suis convaincu qu'on le maintiendra. Est-ce que si la justice italienne, algérienne aussi, est-ce que si elles fassent vraiment leur travail, vous en êtes sûr qu'il doit y avoir des noms qui font partie de l'autre camp, de l'autre clan? Normalement, oui. Si on le fait correctement. Normalement, oui. Est-ce que vous, même si peut-être vous ne pourriez pas le dire, vous avez une idée, vous avez des certitudes que s'ils le font, il doit vraiment y avoir ces noms? Oui. Il y aurait des noms. Il y a des noms. C'est pas il y aurait. Il y a des noms. Maintenant, veut-on les dénicher? Ça, j'en sais rien. Je ne sais pas. Est-ce que l'action, sincèrement, est-ce que l'action de la justice italienne est une action autonome, indépendante? Je ne sais pas, je vous ai dit tout à l'heure. Connaissons le milieu pétrolier, connaissons les relations internationales et tout ça. En principe, là, non. En principe, là, ils ont déclenché, semble-t-il, c'est une affaire purement intérieure à l'Italie qui a fait qu'ils ont déclenché le scandale. Mais est-ce qu'ils n'ont pas été un peu orientés? Est-ce qu'ils n'ont pas été poussés? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Un mot, puis on va en finir par... On peut déclencher à tout moment des enquêtes. Moi, je pense qu'il y a deux facteurs. Un, je l'ai cité tout à l'heure, c'est spécifiquement italien, lié à la campagne. Et deuxièmement, c'est assez bizarre, ça intervient juste après l'attentat de En Amenas. Et donc, moi je pense le fait qu'aujourd'hui, pas un seul journal,
toute la bulle Internet, on parle que de ça. Et donc, il y a effectivement, et vous avez absolument raison, qu'il y a des corrompus, mais tout le monde n'est pas corrompu. Qu'il y a des assassins responsables de 200 000 morts, effectivement, mais tous les Algériens ne sont pas assassins. Est-ce que l'élite de Sonatrach, et puis pour répondre à sa question, est-ce que l'élite de Sonatrach est mise de côté vraiment? Les gens qui doivent... Parce que vous parlez aussi dans la lettre de l'incompétence, c'est ce que les étrangers disent. Est-ce que l'élite de Sonatrach, elle travaille ou elle est mise à l'écart par les gens placés par les deux clans? L'élite de Sonatrach, malheureusement, enfin, la Sonatrach a évolué dans le temps. L'élite de la Sonatrach n'est plus responsable réellement du secteur. Je m'excuse d'en parler, mais je sais comment ça se passait de mon temps. En tant que responsable de la Sonatrach, j'avais 2 fois ou 3 fois plus de pouvoir qu'en en a le meilleur des ministres d'aujourd'hui, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les responsables de la Sonatrach, ils obéissent à des ordres, on leur dit tu fais ça, ça. Bon, certes, ils ont un avis technique, mais ils se limitent à cela. Au moment des nationalisations, quand je suis allé voir le ministre pour lui dire je viens de rencontrer les gens de Total, ils m'ont dit qu'ils allaient retirer leur personnel ce soir, je lui ai dit est-ce que tu as des instructions spéciales à me donner? Il m'a dit fonce. Voilà l'unique instruction que j'ai eue. Ça veut dire que j'avais tous les pouvoirs de faire ce que je voulais. Et j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer. Bon. Parce que le processus, attendez, parce que le processus de sélection à l'époque, vous connaissez Sonatrach de l'intérieur, pour être chef de département, minimum 5 ans. Pour être directeur, il fallait peut-être 10 à 15 ans. Et pour être vice-président, il fallait... Aujourd'hui, cher monsieur, vous pouvez être vice-président en 5 ans. Vous rentrez la veille, 5 ans après, vous êtes vice-président. Mohamed, allez. Abdelatif Benachnou, ministre des Finances, a quantifié le recul des capacités de production nationale à 20% entre 2005 et aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que je sais, c'est qu'effectivement, les gisements sont en train de décliner sérieusement. Et en tout cas, que Hassim Saoud est en train de décliner. Alors aujourd'hui, on utilise le fait que l'on met tout dans la même... On utilise le terme d'équivalent pétrole pour exprimer une quantité globale. Et en réalité, si vous essayez de retirer la production pétrolière, vous constaterez qu'elle a diminué par rapport à ce qu'elle était il y a 30 ans. Hein. Et on a augmenté la production de gaz, et comme c'est un gaz liquide, donc il y a des liquides qui viennent s'ajouter, le condensat, il y a le GPL qui vient s'ajouter, et on a l'impression que non, mais en réalité, la production est en train de diminuer. Qu'est-ce que vous attendez maintenant? Quelle est la suite? Vous attendez quoi de la lettre adressée au patron du DRS? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous espérez quoi? Moi, j'aimerais bien que les choses aillent jusqu'au bout. Hein. C'est quand même si l'on ne devait parler que de 200 millions de dollars ou d'euros, c'est quand même 200 millions. C'est pas n'importe quoi qui ont été détournés. Il y a des gens qui doivent payer pour ça quand même. Je pose la question à vous. Ça, elle vous concerne, peut-être elle concerne notamment elle concerne tout le monde, mais notamment ceux qui sont alliés avec Sonatrach. Est-ce que vous avez la qualité, et si vous l'avez, pourquoi vous n'allez pas en justice? Pourquoi vous ne déposez pas plainte? Vous, tous ceux qui sont... Pourquoi vous n'allez pas déposer plainte contre ces détournements vous-même? Vous, avec vos camarades, avec vos anciens, oui. Avec mes camarades, ou vous-même, voilà, vous-même. Pourquoi vous préférez faire rendre une lettre publique et interpeller le patron de DRS que d'aller déposer plainte devant la justice? Écoutez, monsieur, vous allez aujourd'hui en Algérie, allez déposer plainte vous contre un haut responsable, c'est vous qu'on mettra en prison, c'est pas lui. Alors, même si vous arrivez avec toutes les preuves nécessaires, le pauvre Mellouk qui est en train de dénoncer depuis des années les faux moudjahid, c'est lui qui a fait de la tôle, hein, c'est pas eux. Bon, donc, personnellement, je considère que ça ne sert absolument que de toutes les façons, votre plainte ne sera jugée irrecevable, on vous dira comme on dit chez nous, et voilà, c'est tout. Alors, c'est ma manière de porter plainte. Très bien. Je porte sur la voie. Il y a eu cette plainte, il y a eu cette lettre, il y a eu votre livre, c'est une Malte, histoire du pétrole algérien. Je voulais terminer par cette question, on n'a vraiment plus de temps. Pourquoi vous avez mis tout ce temps? Vous êtes parti donc, il y a longtemps, vous étiez responsable des années 70. Pourquoi vous avez attendu tout ce temps et maintenant vous décidez d'agir?
Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, en ce qui concerne l'écriture du livre, c'est parce que, bon, j'ai quand même pris de l'âge, et puis à un moment où vous dites, bon, je reproche moi-même à certains de mes amis, anciens moudjahid ou autres, de dire, nom de Dieu, pourquoi tu ne racontes pas ta vie? Pourquoi tu ne dis pas, même si ça n'intéresse personne, mais si vous êtes 50, 100, 1000 à raconter chacun son histoire un petit peu, ben ça fait l'histoire du pays que les historiens utiliseront. Et c'est ce que je me suis dit pour le pétrole. J'ai vécu une période, bon, je vais en parler, c'est tout. Vraiment, j'ai pas le temps. Une seconde, Mohamed, une seconde. Non, c'est juste pour dire qu'il y a des gens qui luttent. Donc il y a des gens qui demandent un débat national sur le secteur des hydrocarbures. C'est un petit collectif, c'est le CNLC, Collectif National pour les Libertés Citoyennes. Il y a aussi le FFS qui a l'intention d'organiser une conférence nationale sur le secteur de l'énergie. Ce sont des initiatives citoyennes et c'est peut-être ça la lutte qu'il faudrait mener. Une seconde. Moi, je pense que par votre expérience, moi, je ne m'inscris pas dans l'agitation. Le peuple algérien qui a su faire face à beaucoup de menaces dans son histoire, il peut faire face à cette grosse menace. Et ça se résume par le mot suivant. Nous avons une gouvernance sous tutelle presque similaire à celle de l'Alliance d'Alger. Sonatrach est dans la tutelle et tous les gens qui sont à Sonatrach doivent effectivement une excellente contribution pour montrer, parce que le plus important, ce n'est pas la corruption, c'est le processus de mise sous tutelle qui est dramatique. Alors, je terminerai par vous. Est-ce qu'il y aura d'autres actions? Comme je vous disais, il y a eu le livre, il y a eu la lettre d'avant, il y a eu cette lettre. Vous ne comptez pas vous arrêter là? Pour moi, la lutte contre la corruption, je compte me consacrer autant que je pourrai. Voilà. Merci à vous, merci Hossein Malti. Je rappelle, vous êtes l'auteur du livre Histoire secrète du pétrole algérien. Merci Lara Soukouch, merci Mohamed Senner في كونوا ديقين يجنا قيمة وتصلح على قيمة الوعي من باب التلفزيون.